Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. On va parler d'un constructeur vraiment à part, un nom de légende. Il s'agit de Ferrari. La marque au cheval cabré a enregistré des ventes records en 2023 et les carnets de commandes sont pleins sur 2024, 2025. Je pense même qu'on est déjà en train de passer à l'année d'après. Qu'est-ce qui fait le succès de Ferrari? On en parle avec mes deux invités. Renaud Kayanakis de SIA Partners. Bonjour. Bonjour. Michel Forissier, ancien de Valeo, tout jeune retraité mais très actif dans l'automobile. Bonjour Michel. Laurent. Deux consultants, l'un sur l'économie, l'un qui est plutôt sur la technologie, donc des avis bien sûr complémentaires pour parler de Ferrari. Première question, est-ce que Ferrari c'est un cas à part ou vraiment c'est le secteur du luxe qui en fait ne connaît pas la crise? Alors, le secteur du luxe ne connaît pas la crise ou l'a subi un peu plus tardivement. Ferrari, c'est un cas à part à double titre. Déjà, c'est un constructeur à part. On ne peut pas comparer Ferrari à Renault ou Ford. Ça, c'est clair. Ça, mais même c'est au clair. sein, je dirais, de la hiérarchie Mais même au sein de la hiérarchie du premium luxe, on ne met pas Ferrari en face de Bentley. Ferrari, c'est un ADN particulier qui est issu de la compétition. Donc, on a des voitures performantes, élégantes et luxueuses. Et en face de Ferrari, moi, j'ai envie de mettre plutôt des acteurs comme Lamborghini, qui est vraiment le rival historique. D'ailleurs, Lamborghini est né de... C'est les tracteurs. Hein. C'est les tracteurs, mais les véhicules automobiles sont nés de la rivalité entre Enzo Ferrari et Ferruccio Lamborghini. Et on constate, 30 ans après la mort des deux fondateurs, que c'est encore Ferrari qui a un tour d'avance sur Lamborghini, qui performe aussi, mais qui est quand même loin derrière encore aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette longévité, 70 ans d'histoire, et toujours ce nom, dès qu'on dit Ferrari, tout le monde en veut une? Ou on voudrait en avoir une si on gagne un €1 million, par exemple? Je crois qu'il y a la culture sportive qui est quand même incroyable. Ils ont un palmarès comme Porsche qui est absolument La Formule 1, incroyable. déjà. La Formule 1, Le Mans. Peut-on imaginer la Ferrari Oui, pas de Ferrari... Alors, vous l'avez dit, il y a Le Mans, ce qu'ils ont gagné en plus au 24 heures. Ah oui, c'était super d'ailleurs. On était tous contents qu'ils gagnent et qu'ils reviennent parce que ça remet un peu de piment dans la compétition. Ils ont quand même une histoire de la sportivité qui est phénoménale. Et puis, comme le disait Renaud, ils ont su allier ça avec le luxe et l'élégance à l'italienne, qui est quelque chose d'assez unique, qui en fait probablement une marque mythique. Il n'y a qu'à voir les tifosi, les fans de la marque. Nulle part ailleurs, on trouve un engouement aussi fort pour une marque comme ça. Et je pense qu'ils ont vraiment réussi à trouver la secret sauce là, entre cet équilibre du luxe, de la performance. C'est pas une sauce bolognaise, a priori? Non, c'est de Modène et de Vardello. Alors Ferrari, c'est vrai que ce sont des chiffres, près de 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et puis seulement quelques milliers de voitures. Donc en fait, c'est vraiment, peut-être des raretés qu'ils entretiennent artificiellement. C'est la rareté qu'ils entretiennent. Et ils l'ont maintenu avec leur SUV, encore récemment. La logique de Ferrari, c'est si le marché veut 1000 voitures, j'en produis 999. Donc je gère cette rareté. Je privilégie mes clients. C'est-à-dire que sur les listes d'attente, si vous êtes déjà client Ferrari, vous êtes prioritaire. Et puis, il y a un côté bien d'exception. Le bien d'exception, il n'est pas accessible à tout le monde. Ce n'est pas qu'une histoire d'argent, c'est aussi une histoire de priorisation. On a un exemple d'un agriculteur à qui on a refusé la livraison de son véhicule qu'il avait pourtant réservé et payé, sous prétexte qu'il n'appartenait pas à une catégorie socio-professionnelle correspondant à la marque. C'est pas un coup par rapport à Lamborghini, sont dit tracteurs, agriculteurs non. Il y a peut-être un peu de ça, mais Enzo et Ferruccio sont plus là pour se battre. Peut-être que les constructeurs continuent derrière. Alors vous l'avez dit, le Puro Sangue, qui est donc le SUV, c'était un pari risqué, parce que quand on se lance dans les SUV, rappelez-vous, à l'époque, Porsche et le Cayenne, tout le monde criait « Oh mon Dieu !» Et finalement, quand on regarde ce SUV, il est quand même très sympa. Alors, oui, en effet, parce qu'on a gardé l'ADN de Ferrari dans le SUV. On a le même design, la même précision, la même recherche du détail. C'est un SUV qui est hors de prix, puisqu'on est... C'est le Ferrari quand même. C'est le Ferrari, mais il est 2 fois plus cher qu'une Ferrari. Donc on a quand même la dimension d'exception. Et puis là aussi, c'est un SUV qui a été commercialisé avec des précommandes, réservé aux clients Ferrari, avec une communication sur le fait qu'il n'y avait plus possibilité de réserver ce véhicule. Toujours cette gestion de la rareté. Et puis un produit d'exception qui marche très fort. Et en termes d'élégance, il n'y a quand même pas photo par rapport aux autres SUV de la même catégorie. Quand on regarde la Lamborghini, par exemple,
La peau au sanguin, elle est magnifique. Je pense qu'ils sont très très forts. Et c'est vrai qu'il y en avait un qui était au Salon de Lyon. C'est pour ça que j'ai pu le voir de près, parce que j'ai pas les moyens de m'en acheter un. Et bon, voilà, moi je suis pas client Ferrari, j'en ai pas déjà 2 ou 3 dans mon garage. C'est vrai que c'était quand même très chouette. On va parler du patron de Ferrari, parce que Benedetto Vigna, eh bien, c'est quelqu'un qui vient pas du sérail en fait. C'est quelqu'un qui vient du monde des semi-conducteurs. Et là, je me tourne vers le grand spécialiste de la technologie que vous êtes. C'est un parcours un peu atypique quand même dans l'automobile. Surtout pour une marque comme ça, qui a une telle aura au niveau sportif. Oui, je pense que c'est un message aussi. C'est un message que Ferrari doit aussi se transformer intelligemment en utilisant les forces vives de son écosystème. Si on regarde un peu l'échange en phase 2, ils vont avoir besoin de s'électrifier. Bon, ils ont déjà 2 modèles hybrides qui sont des hybrides rechargeables, la 286 GTB et puis la SF90, qui sont des véhicules très chers, mais qui ont représenté comme l'année dernière, Renault, si je ne me trompe pas, 51% de leurs ventes. Donc ça veut dire que le plug-in hybride chez Ferrari commence à faire son trou. Et donc dans ces voitures-là, ils ont des combinaisons de moteurs très performants. La SF90, c'est un V8 turbo 4 litres, couplé à 3 moteurs électriques, 2 à l'avant et 1 à l'arrière. Il y a pour 1000 chevaux dans la voiture, donc c'est quand même... En même temps, c'est Ferrari, donc ils ne peuvent pas arriver avec une offre... C'est pas mal. Et du coup, ça leur a appris, comme tous les constructeurs, en faisant ces véhicules-là, à faire des moteurs électriques, à faire de l'électronique, à faire des batteries. Il y a 7 kWh de batterie dans ces voitures pour 25 km d'autonomie. Et à faire le logiciel qui va avec. Donc, quelque part, ça leur apprend aussi à faire ce genre de choses. Et dans la compétition électrique aujourd'hui, il y a beaucoup d'enjeux technologiques, notamment sur l'électronique. Et donc, le fait que Benedetto Vigna vienne de ST Microélectronique, qui a été le premier fabricant de modules de puissance au carburant de silicium pour Tesla, c'est pas du tout anodin. Ça veut dire qu'il est évident que la prochaine voiture électrique de Ferrari, il y aura les technologies top techno du marché sur cette voiture-là, parce que c'est Ferrari, parce qu'ils peuvent se le permettre et parce qu'ils y ont accès à travers ce réseau d'écosystèmes qu'ils ont construit. Quand vous étiez chez Valeo, vous êtes allé à Maranello, discuter avec Ferrari. C'était différent à l'époque, leurs attentes? On est toujours dans un monde un peu différent. C'est comme le disait Renault, c'est une voiture d'exception, c'est une voiture de luxe. Les moteurs, il n'y a pas de chaîne moteur. Les moteurs sont faits à la main dans un atelier moteur. Pour nous, ingénieurs, c'est un rêve. On est au Valhalla. On a l'impression d'être chez Hermès, en fait. Ah oui, on a l'impression d'être chez Hermès. Bon, et leur niveau d'exigence est quand même très, très élevé. Mais je dirais il est du même niveau que celui de Porsche ou que celui des grands noms de ce secteur-là. C'est des gens qui font des très belles voitures, qui sont chères et qui ont forcément des niveaux d'exigence élevés. Donc là, eux, par contre, sur la partie électrification, comme Porsche d'ailleurs, ils étaient assez réticents parce que quoi de plus beau qu'un le son d'un V8 ou d'un V12 dans une voiture de sport, c'est ça qu'on aime. Et donc, quelque part, pour eux, c'était un peu renier leur ADN que d'aller vers des systèmes électrifiés. Ils ont changé d'avis. Porsche a montré le chemin avec la Taycan et avec d'autres voitures. Et la déclaration de Benedetto Vigna, là, il y a au Capital Market Day de Ferrari l'an dernier, est quand même assez typique parce qu'ils disent qu'ils vont faire une voiture électrique en gardant la sportivité, en gardant les émotions, avec un son qui sera un son... Donc ils vont rajouter un son électronique, a priori? Je pense, alors je ne sais pas, c'est pas très clair. Alors, Porsche l'a fait. Porsche l'a fait, oui. Ça s'appelle le Porsche Sound System, je crois. Qui permet d'avoir le son en ville versus le son sur autoroute. Voilà. Et il y a un simple bouton. C'est pas mal, je crois. Ce qui fonctionne bien. Mais je pense que d'ailleurs, l'arrivée de Vigna, c'est aussi... parce qu'on parle de chiffres en croissance chez Ferrari, mais du coup, derrière, il faut produire en croissance, il faut avoir la supply chain en croissance, et de faire venir quelqu'un qui est un spécialiste de l'industrie, je dirais à plus grande échelle, je dirais en termes de volume, c'est important pour pouvoir cadencer cette croissance chez Ferrari, pour pouvoir conserver ce côté cellier Hermès artisanal, mais y associer de l'industriel, parce que quand je fais une croissance à plus 15, plus 20% depuis plusieurs années d'affilée, ça veut dire aussi que je m'adapte à une volumétrie où je passe globalement de 6 000 à 12 000 véhicules en 7-8 ans. Ce qui modifie structurellement l'entreprise. Alors ce passage à l'électrique à partir de 2025, il est quand même stratégique. Et puis Ferrari est l'un des derniers à se lancer là-dedans, parce que Porsche, vous l'avez dit, l'a fait. Lamborghini a déjà montré un concept. Et puis toutes les marques de premium, il y a aussi des acteurs comme par exemple Rimac qui sont là sur le marché. Alors... Moi, je reste... On est dans l'ultra-niche quand même. Ouais, on est dans l'ultra-niche. Après, moi, je reste convaincu... parce qu'en fait, souvent, on considère que Ferrari va se renier en passant sur l'électrique. Mais ce que je disais tout à l'heure, Ferrari, c'est pas qu'un moteur.
À l'origine, c'est un moteur de compétition. C'est l'univers qui est derrière C'est aussi. l'univers. Et puis, on oublie trop souvent la technologie qui est mise en œuvre par Ferrari, les inventions de Ferrari, l'aérodynamisme dynamique. C'est une chose, le slip side control qui permet de garder des trajectoires, ce sont des inventions Ferrari. Et puis on va conserver cet esprit de compétition, hein, le Manettino pour pouvoir revoir la qualité de ses suspensions en cours de route, comme si j'étais dans une F1, vous le faites sur un modèle électrique. Et puis aujourd'hui, la F1 va arriver aussi à un moment donné sur l'électrique. En tout cas, elle est hybride aujourd'hui, donc déjà il y a une courbe d'apprentissage. Alors aujourd'hui, ils ont fait 3 modèles hybrides. Hein. La première, c'était en 2013, c'était la Ferrari. Mais la F1 déjà, ils sont impliqués là-dedans. En F1, bien sûr, mais ils sont très bons, même s'ils n'ont peut-être pas autant de succès cette année. C'est au niveau de la gestion de course parfois que ça ne marche pas toujours. Mais la techno, ils la maîtrisent. Et d'ailleurs, ils ont leur écosystème de fabricants, de composants qui les aident à faire ça. Après, la question, c'est comment ils vont transférer ça dans une voiture purement électrique. Et là, tout le monde est en train de gloser parce qu'on se dit mais qu'est-ce que ça va être, comment ils vont faire. Il n'y a pas beaucoup d'informations, à part le fait qu'ils devraient la présenter fin d'année prochaine. Certaines rumeurs, alors les rumeurs, il faut toujours se méfier un peu, parlent d'une voiture qui aurait 4 moteurs, qui aurait 1000 chevaux, qui serait plutôt... Alors, tout le monde l'attendait sur la Puro Sangue. Mais 1000 chevaux, on arrive à trouver ça sur certaines supercars électriques. Il y a plus, la Rimac Nivera, c'est 1900. Ouais. Et là, c'est plus une voiture, on ne peut pas l'utiliser tous les jours. Je pense qu'une Ferrari, contrairement à une Koenigsegg ou à une Rimac, on peut l'utiliser tous les jours. Et je pense que c'est ça qui... Notamment Monaco pour chercher du pain. Exactement, voilà. Bon, le boulanger de Monaco les connaît bien. Mais avec une Rimac, on ne va pas chercher le pain. Et donc, je pense que leur ADN, ça va être de faire une voiture extrêmement performante, probablement assez légère. Ils ont annoncé, par exemple, qu'ils feraient du cell to châssis, donc ça veut dire qu'ils mettraient directement les cellules dans le châssis. Bon, moi, c'est une technique que j'apprécie moyennement parce que c'est pas tellement réparable. Ouais. Mais En cas de choc, en fait, il faut changer la voiture. Voilà, mais pour Ferrari, je pense que pour eux, c'est un détail, vu le service Ferrari qu'il y a derrière. Mais ça permet effectivement d'éviter des pièces supplémentaires et donc d'alléger la voiture. Donc probablement, on va attendre une voiture plutôt... pas SUV, plutôt berline ou berlinette ou coupée, plutôt légère et plutôt très très performante. Ils sont en train d'investir pas mal parce qu'ils ont investi 4,4 milliards d'euros de développement et de CAPEX. Ils ont annoncé ça. Et ils font une usine particulière à Maranello dans laquelle il y aura une usine de moteurs, une usine de onduleurs, inverteurs en anglais, et ils vont construire eux-mêmes leur pack batterie ou leur assemblage à cellules de batterie là-bas. Donc vraiment, ils ont pris le taureau par les cornes et ils sont en train de tout préparer pour y arriver. Alors évidemment, on attend avec impatience l'objet, on va voir ce que c'est, mais ce sera passionnant. Ça risque d'être un truc incroyable. Au niveau de la technologie, ce qu'on imagine des Ferrari connectés, alors autonomes sans doute pas, on a du mal à imaginer qu'on puisse céder le volant quand même. C'est même pas qu'on a du mal à imaginer, on veut la piloter, sa Ferrari. Oui. On veut pas qu'elle soit autonome. Même pour chercher le pain. Même pour chercher le pain. Ils l'ont dit. Hein, Et donc, véhicule connecté, j'ai envie de dire, c'est une tendance. Je mets des capteurs partout, donc il n'y a pas de raison que Ferrari soit à part. Mais j'ai envie de rebondir sur ce que disait Michel tout à l'heure, sur le segment Ferrari. Moi, en frontal, moi, je mettrais bien Koenigsegg, justement par rapport à la logique que peut avoir Koenigsegg avec 30-40 ans de retard, entre guillemets, mais ce côté très artisanal, très spécifique, et je fabrique presque un véhicule. Ferrari, à l'origine, c'était pas des véhicules en chaîne, c'est vous arriviez, vous passiez votre commande, et on vous fabriquait votre modèle avec tel ou tel cuir. On est vraiment sur du spécifique. Voir si on est le sultan du Brunei, un modèle sur mesure qui n'existe pas. Exactement. Pourquoi pas. Juste pour terminer, on voit qu'il y a des concurrents chinois qui font des supercars, des hypercars. Il y a aussi Tesla qui, peut-être un jour, sortira son Roadster. Vous pensez qu'ils pourraient arriver à faire de l'ombre à Ferrari ? Le marché de la voiture de sport est un peu pris en étau entre le fait qu'il faut électrifier pour des raisons environnementales et que du coup l'ensemble des constructeurs sont en train de se repositionner. Donc Porsche l'a déjà fait, Alpine est en train de le faire, les autres grands sont en train de le faire, Ferrari va le faire évidemment. Les Chinois vont évidemment essayer d'arriver là-dessus. Je pense que c'est aussi beaucoup une question d'image, une question d'exclusivité et de positionnement de marché. Je pense que Renault l'a très bien décrit avec
l'écosystème Ferrari, leurs clients, leur manière de gérer la relation client. Je pense que c'est exceptionnel. Tesla, par exemple, c'est pas du tout ça. Quand vous avez une Ferrari, vous avez votre concessionnaire Ferrari avec lequel vous allez la faire entretenir, qui est un ami, machin, etc. Enfin, on est dans le beau monde. Tesla, c'est pas ça. Donc, quelque part, je pense qu'ils ont une carte à jouer. Il ne faut pas qu'ils arrivent trop tard. Je pense que ça, ils l'ont compris. C'est pour ça qu'ils vont se positionner probablement l'année prochaine. Et je pense qu'il va falloir qu'ils trouvent un peu réexprimer la secrète sauce qui a fait leur succès dans ce nouvel univers. Mais moi, je ne suis pas très, très inquiet parce que le luxe, de toute façon, il y a de la place. Et puis l'image est tellement forte. Je pense qu'ils ont tellement d'à côté que je n'ai pas du tout d'inquiétude. Ouais, et puis pour moi, ils n'ont pas à s'inquiéter de l'arrivée des Chinois parce que, comme l'a dit Michel, les Chinois vont arriver sur le véhicule de sport, mais pas sur le véhicule de luxe. Moi, je fais une vraie différenciation entre les deux. Et puis avant de détrôner Ferrari au niveau de la Formule 1, il y a quand même de la marge. Merci à vous, Renaud Kayanakis, SIA Partners, Michel Forissier, ex-Valeo. À très bientôt sur Mobility TV. À bientôt.